Rebonjour à tous et merci d'être avec nous une nouvelle fois sur ce salon cyclo pour ce rendez-vous important qui est la conférence plénière institutionnelle. L'occasion pour nous de remercier les partenaires de ce salon cyclo qui soutiennent financièrement et qui aident aussi à la construction de ces conférences tout au long de ces 2 journées. Parmi elles, l'Agence de l'eau Artois-Picardie, Douaisis Agglo et la métropole européenne de Lille. Alors, vous le savez tous, cette conférence, elle a toujours pour ambition de faire le point sur la situation hydrique dans la région des Hauts-de-France et sur les enjeux qui concernent la ressource en eau sur ce territoire spécifiquement. Nous avons déjà parlé ce matin réhutes, inondations, agriculture. Ce sont des sujets importants sur lesquels peut-être vous voudrez revenir. Il y a aussi des enjeux de sobriété, de disponibilité. Alors, il y a toujours en matière d'eau beaucoup de sujets, mais nous allons balayer au sens large ces problématiques avec nos intervenants institutionnels que nous remercions chaleureusement d'être là en cette période de réserve préélectorale, en cette journée de grève SNCF, malgré les vents contraires, vous êtes là et on a beaucoup de plaisir à vous accueillir et vous avoir à nos côtés. Merci André Flageolet, président du comité de bassin Artois-Picardie, d'être là. Jean-Paul Fontaine, vice-président en charge du cycle de l'eau pour Douaisis Agglo. Alain Bézirard, vice-président en charge de la politique de l'eau et de l'assainissement à la métropole européenne de Lille, et Guillaume de Coninck, pilote du comité eau pour la CCI Hauts-de-France. Merci à tous les 4 d'être là. Je rappelle, comme toutes les autres conférences, que celle-ci est enregistrée, donc vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez dans quelques jours sur la chaîne YouTube du salon cyclo. Et également qu'il y aura un temps de questions-réponses avec le public. Donc si vous souhaitez poser des questions à nos représentants, elles sont les bienvenues en fin de séquence. André Flageolet, donc à la tête du comité de bassin Artois-Picardie, vous êtes bien placé pour nous faire un panorama des enjeux majeurs de la situation régionale sur le front de l'eau. Alors, quels sont les sujets phares que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui ? Alors, ça va paraître bizarre dans une période où nous sommes souvent inondés, mais je voudrais mettre en avant d'abord l'exigence de sobriété. Quand je dis exigence de sobriété, c'est parce que je pense à aujourd'hui dans une perspective 10 à 15 ans. Nous manquerons d'eau d'un point de vue qualitatif. Et ce matin, à travers le tiroir inondation, le tiroir agriculture, le tiroir RET, vous avez regardé comment on pouvait modifier l'utilisation de ce patrimoine. Moi, je voudrais rappeler simplement que ces tiroirs n'ont de sens que si ils sont accompagnés d'une commode et que chacun peut voir le global. Or, le global, c'est quoi? C'est qu'il nous manque, à l'horizon 2050, il nous manque 10 à 20 millions de mètres cubes pour assurer la consommation correcte de tous les usages, que ce soit les populations, que ce soit les industriels, les agriculteurs ou les collectivités. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de l'aspect quantitatif, qui suppose que l'on ait des politiques beaucoup plus actives qu'aujourd'hui, il y a l'aspect qualitatif. Nous ne sommes qu'à 22% des masses d'eau en bon état. Notre engagement est à 50% pour 2027, c'est-à-dire demain. Et quand on dit 50%, c'est parce qu'on a accepté, on a obtenu plus exactement, une baisse significative de l'objectif initial, qui était à 70%. Ce qui veut dire quoi? L'eau, et le président de la République l'a dit, l'eau est tout en haut de l'agenda politique. Ça, c'est la parole. Maintenant, on voudrait bien que les actes suivent. Les actes suivent à 2 conditions. La première, c'est que les agences de bassin aient les moyens de répondre aux demandes de l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'eau. Et je vais le dire par ordre alphabétique pour éviter toute confusion. A comme agriculture, qui ne peut pas, de mon point de vue, être dedans et dehors. C comme collectivité, qui doivent réfléchir comment passer de la bétonisation à la désimperméabilisation. I comme industriels, qui ne peuvent pas faire passer l'eau propre dans l'usine pour la sortir sale et donc
la question de la RET va bien plus loin que les seules stations d'épuration. Et P comme particulier, parce que nous sommes des consommateurs d'eau, que nous pouvons réduire nos consommations, que nous devons récupérer les eaux de pluie, que nous devons être des acteurs du cercle vertueux de l'utilisation de l'eau. C'est simple, mais en réalité, nous sommes devant au moins deux objections. La première, c'est que politiquement, dans le sens le plus négatif de terme, on a toujours considéré que l'eau était en abondance, qu'elle devait être gratuite et qu'on pouvait la consommer n'importe comment. Et certains sont encore dans ce schéma. D'accord ? La deuxième chose que l'on oublie, c'est que nous sommes devant un dérèglement climatique fondamental qui entraînera une obligation, je dis bien une obligation, de modifier nos comportements d'utilisation de l'espace urbain et rural et qui nous oblige en plus à préparer une défense du trait de côte qui va avoir une influence capitale sur le rapport entre la terre, la mer et l'individu. Voilà nos problèmes. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ces enjeux. Je suis sûr que les agences de l'eau et les collectivités locales, sous réserve qu'elles se mettent d'accord de façon intelligente sur des territoires significatifs et non pas sur des petits intérêts catégoriels stupides et dépassés, excusez-moi de l'expression, mais c'est un élu qui parle, d'accord ? Voilà. Si, sous ces conditions-là, je pense qu'effectivement, on peut relever le défi. En tout cas, de l'ensemble des agences de France, l'agence de l'eau Artois-Picardie n'est pas la moins bien placée en termes de capacité financière, de capacité d'intervention. En terminant mon intervention, je voudrais excuser Isabelle Matikowski, qui devait être parmi nous, mais qui est retenue à Paris. C'est le plaisir des grèves. Vaut mieux les avoir avant les Jeux Olympiques que pendant les Jeux Olympiques. La deuxième chose que je voudrais dire, dû sa modestie à en souffrir, je suis très heureux qu'elle ait été nommée directrice de l'agence de l'eau Artois-Picardie en remplaçant Thierry Vatin qui vient de partir à la retraite. Merci beaucoup. Vous avez cité le plan eau. Vous avez cité le plan eau révélé par Emmanuel Macron en mars 2023. Vous dites maintenant il faut la commode, il faut des actes. Ça veut dire qu'actuellement, ça ne suit pas encore. Les axes prioritaires de travail n'ont pas été fléchés, les moyens n'ont pas été débloqués. Alors, les actes ont été fléchés. Comment dirais-je ? La devanture est bien achalandée. Les moyens financiers sont là. Il manque peut-être encore deux ingrédients. La volonté politique des élus locaux d'avoir des projets audacieux, cohérents. Certains avancent bien. Je suis entouré de deux personnes qui pourraient donner leur expérience qui est assez remarquable. Mais je crois qu'il y a une deuxième chose qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est qu'il faut que tous les élus revisitent leur comportement pour savoir s'il n'est pas nécessaire, urgent et indispensable de quitter les visions géographiques administratives pour aller vers les visions géographiques de bassin. L'intérêt et la réalité, c'est le bassin qui est composé d'un certain nombre d'intercommunalités, mais ce n'est pas les intercommunalités qui doivent définir les limites du bassin, c'est la géographie qui les définit. Et de ce point de vue, il y a encore, me semble-t-il, un peu de travail à faire et je souhaite bon courage au préfet. Il y a du travail, effectivement, et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'organismes, on le sait très bien dans le domaine de l'eau. Au-delà des collectivités administratives, il y a beaucoup d'organismes de gestion, ce qui ne simplifie pas la chose. Je reviens juste sur un dernier point avant de laisser la parole à vos camarades. Vous avez dit tout à l'heure, dans l'ordre alphabétique, pour ne brusquer personne, les agriculteurs en premier lieu, les industriels, les usagers. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des conflits d'usage dans votre région ? Bien sûr. Non seulement il y a des conflits d'usage, mais il y a aussi quelques combats qui nous dépassent un peu. Le premier, me semble-t-il, c'est la conception que l'on peut avoir de l'utilisation de l'eau par rapport aux consommateurs. Historiquement, si vous regardez à l'agence de l'eau et si vous regardez ce qui s'est passé, quand un puits ou quand une source était polluée, on l'a fermée.
et on faisait un raccordement sur le voisin. C'est comme ça qu'on a fermé un tas de puits qui permettaient de distribuer l'eau. Ce temps est révolu. Il nous faut impérativement considérer que les zones de captage prioritaires doivent être respectées par tous, sans exception, et qu'on ne peut pas supporter d'avoir des agressions directes de la nappe par des utilisateurs, qu'ils soient agricoles ou collectivités territoriales. Quand l'agence de l'eau veut imposer, par exemple, un système d'assainissement dans des secteurs très sensibles, il ne faudrait pas que ça dure 20 ans. Mais je ne peux pas accepter non plus qu'à un moment donné, sur des territoires très sensibles, on considère qu'il y a une dispense de réduction de l'utilisation des pesticides parce qu'une agriculture industrielle exige ceci plutôt que cela. Je suis très clair sur cette affaire. Et à un moment donné, il nous faudra prendre des décisions. Nous avons souhaité, je vais vous raconter cette anecdote pour finir, nous avions souhaité au comité de bassin, Jean-Paul était là, Alain était là, nous avions souhaité pouvoir offrir sur les aires de captage irremplaçables, offrir des possibilités d'activités économiques agricoles différenciées, axées essentiellement sur un environnement de qualité. Nous avions trouvé un accord local. Il nous fallait la bénédiction du MASA, c'est-à-dire du ministère de l'Agriculture. Eh bien, paradoxalement, nous ne l'avons pas eu. La rentabilité était prioritaire par rapport à l'environnement. Ceci est supportable, était supportable hier, ne l'est plus aujourd'hui et devient insupportable pour demain. Merci beaucoup pour ces alertes très fortes sur le sujet. N'hésitez pas à réintervenir tout à l'heure si vous le souhaitez après vos camarades. C'est un débat et on a le temps. On va poursuivre sur cette lignée avec vous, Jean-Paul Fontaine. Quels sont vos points de travail vraiment spécifiquement sur Douaisis Agglo, qu'on remercie de nous accueillir d'ailleurs ici pour ce 3e salon Cyclo dans les Hauts-de-France? Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir et je souscris complètement aux propos qu'André a pu tenir. Juste avant de répondre à votre question, et peut-être en clin d'œil au fait que vous ayez évoqué la période de réserve électorale à laquelle nous ne sommes pas soumises, mais en écho à ce qu'a pu dire André, je pense qu'aujourd'hui, politiquement, et ça dépasse l'échelle du bassin, politiquement, à l'heure des européennes, il y a une question qui n'a absolument pas été évoquée. André donnait l'échéance de 2050. On le sait très bien, il y a des études qui sont là qui montrent que les effets néfastes du réchauffement climatique, pas plus tard que ce matin, on voyait aux informations au Pakistan, il faisait 51 degrés. On va avoir des températures qui vont être supérieures à 50 degrés après-demain, notamment en Afrique. Moi, la question que je pose, alors qu'aujourd'hui, on s'interroge déjà sur comment on va se partager la ressource en eau et comment on va travailler à avoir une ressource en eau de qualité qui puisse nous permettre de continuer d'avoir une vie confortable, qui aujourd'hui s'est interrogé sur comment on va faire pour partager cette ressource encore entre plus de personnes qui ne subiront pas simplement des questions de gouvernance politique dans leur pays, mais juste ne pourront plus habiter leur pays. Et je regrette profondément et humainement que la question des déplacés climatiques qui va s'imposer à nous demain ne soit pas aujourd'hui appréhendée par quiconque. Voilà, c'est vraiment dommage et je pense parfois que les réponses qu'on peut apporter à certaines questions sont des réponses du passé et qu'on n'est vraiment pas en pointe sur la prospective qui s'impose à nous et pour laquelle, collectivement, on aurait vraiment à travailler pour protéger l'espèce humaine. Alors, plus pragmatiquement sur l'agglo, il est vrai que Douaisis Agglo est une agglo qui a travaillé depuis longtemps, depuis plus de 30 ans sur la question de l'eau et je salue Jean-Jacques Hérin qui est parmi nous et qui y a fortement contribué à travers notamment son association Adopta. Aujourd'hui, Douaisis Agglo a beaucoup travaillé sur l'infiltration de l'eau à la parcelle.
ce qui permet que, notamment, la plupart, enfin une grande partie des boulevards de Douai sont capables d'absorber de grandes quantités d'eau de par leur revêtement qui permet d'infiltrer l'eau et de la stocker dans des caissons et qui évite les inondations et permet un retour au milieu naturel. C'est cette politique-là qui a été menée. C'est aussi un accompagnement de nos agriculteurs. Parce qu'on a eu aussi des questions de coulées de boue qui se sont imposées à nous et pour laquelle il a fallu trouver des réponses. Et donc avec des systèmes un petit peu innovants qui avaient été notamment trouvés à Équerchin. Et puis c'est cette prospective que l'on a pour protéger notre ressource sur nos champs captants. C'est vrai qu'on travaille avec les agriculteurs et que autour de certains forages, on essaye d'acquérir les parcelles dès lors qu'elles sont libérées par les agriculteurs pour protéger la ressource. Et c'est dans notre prospective, c'est aussi de voir un petit peu comment on va pouvoir améliorer la dessert, enfin oui, le service d'eau potable qui nous incombe en qualité et en quantité, avec une réflexion qui est menée. Alors, je sais qu'elle est un petit peu, voilà, elle peut prêter à discussion, mais aujourd'hui, avec les pressions que l'on a sur notre territoire, notamment des perchlorates, notamment des résidus de ce que peuvent employer ce qu'ont pu employer les agriculteurs dans le temps et qui se retrouvent, les métabolites qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le sol et qui viennent impacter la qualité de l'eau. On est en train de travailler sur une future usine de traitement de l'eau, qui va nous permettre de sécuriser notre quantité, notre qualité d'eau, d'éviter aussi d'avoir une barrière hydraulique qui rejette chaque année plus d'1 million de mètres cubes au milieu naturel. Voilà, en gros, ce sont ces questions qui se posent sur l'eau potable. C'est aussi des questions que l'on se pose sur nos stations d'épuration, notamment la principale qui est ici à Douai, avec comment on va pouvoir, alors je ne vais pas le prononcer comme toi, André, mais la Reyout, comment on va pouvoir l'utiliser. C'est quelque chose qu'on attendait, parce qu'on sait que ça se pratique dans certains pays. Pour nous, il y a peut-être une opportunité de pouvoir le faire. Et c'est aussi, de manière plus globale, de voir comment une station d'épuration peut aussi avoir un intérêt. Aujourd'hui, enfin hier, on produisait, on séchait nos boues et on les utilisait pour les renvoyer sur les épandages avec un suivi agronomique. Demain, on va réfléchir sur notre nouvelle station d'épuration. Comment on va la faire fonctionner, avec quels moyens, quel mix énergétique on va pouvoir mobiliser. Donc ce sont toutes ces questions-là que l'on se pose aujourd'hui pour conforter une qualité de service public, pour conforter un environnement qui soit respectueux des personnes, pour qu'elles puissent y vivre correctement. On a aussi une attention particulière, indirectement, sur la qualité de l'air. L'eau, c'est important, l'air, c'est important, pour avoir un écosystème qui fasse que notre population puisse être dans un écosystème plutôt favorable. Alors effectivement, lors des conférences ce matin, certains de vos collègues de Douaisis Agglo ont bien présenté l'étude d'opportunité qui est menée en ce moment sur la Rehutte et aussi toutes les actions en faveur des agriculteurs. Donc vous représentez bien ces grands axes. Est-ce qu'il y a aussi tout simplement, à votre échelle et dans vos compétences, la sobriété des usages? Est-ce que vous travaillez avec les citoyens, vous qui êtes au plus près? Alors effectivement, mais on a une particularité. Alors je ne veux pas dire que c'est un tropisme local, mais on a une histoire qui fait que, une histoire ouvrière, qui fait que sur le territoire, les habitants savent aussi ce que c'est que la rareté de l'eau. Et quand on regarde les consommations d'eau par habitant, la norme INSEE, c'est plus ou moins, enfin la référence, c'est 120 mètres cubes par habitant. Ici, on est davantage sur l'ordre de 80 mètres cubes. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que quand on va devoir faire passer ce message de sobriété, on est déjà plutôt bien placé. Je pense que, André, il va falloir qu'on parle à la fois de sobriété et de trop d'eau, parce qu'on va vivre les deux.
hein, vous le savez bien, des inondations à des moments qui ne sont pas forcément les plus appropriés pour que le sol puisse absorber l'eau, et des périodes où effectivement on sera en tension. Donc sur cette question de la sobriété, l'enjeu que nous poursuivons pour demain avec le nouveau délégataire qui aura en charge l'eau et l'assainissement sur le territoire, ça va être d'instrumenter et de dire aux habitants du territoire, ben voilà, on va aussi vous donner des outils qui vont vous permettre de piloter vos consommations d'eau, parce que on parle beaucoup des réseaux fuyards sur le réseau public, mais une grande partie de l'eau qui peut être gâchée et perdue, c'est celle qu'on peut avoir aussi en domaine privé. Et en gros, on s'en aperçoit que lorsque l'on paye sa facture. Donc là, un peu à l'instar de ces applications qu'on peut avoir sur HelloWatt ou des choses comme ça, ou sur Linky, alors sans tomber dans la psychose du Linky, mais voilà, c'est d'avoir une application informatique qui permette à chaque usager de pouvoir suivre sa consommation. Après, ce sera aussi peut-être des récupérateurs d'eau qui pourront être apportés, mais c'est de rendre chacun acteur de sa consommation et de dire qu'effectivement, même sur sa partie privée, eh bien, on doit être vigilant. Mais il faut encore qu'on puisse donner les outils et ne pas être... Ce qui va être difficile pour les commissions locales de l'eau ou pour les agglos, ça va être de ne pas passer pour des donneurs d'ordre. Il faut accompagner. Il va falloir faire preuve de pédagogie, mais aussi donner des outils et des moyens pour que l'usager, notamment parce qu'il est massivement le plus représentatif sur le territoire, l'industrie et le monde agricole puissent être accompagnés dans ce cercle vertueux que nous avons à avoir, en se posant la question de se dire mais comment je peux faire mieux aujourd'hui sans consommer plus? Ça serait déjà pas mal, voire en consommant moins. Il y a aussi l'exemple que vous devez donner en tant que collectivité, notamment par la gestion patrimoniale. C'est aussi un signal que vous indiquez, que vous donnez en disant, voilà, nous, on fait attention à nos réseaux, on fait attention à l'eau qu'on peut perdre, et c'est aussi un exemple qu'on donne aux usagers. Alors c'est un exemple qu'on donne aux usagers, donc on a eu une petite sortie terrain tout à l'heure pour montrer un petit peu ce qui était fait, mais un exemple, alors excusez-moi, je vais prendre un exemple un peu local, celui de ma commune, où on est en train, enfin on a fait les travaux pour refaire la place, et où on a complètement désimperméabilisé la place, et où l'eau de pluie repart au milieu, alors elle est tamponnée un peu comme sur les boulevards de Douai, mais elle repart directement au milieu naturel, donc elle déleste aujourd'hui la station d'épuration qui était bien engorgée encore hier. C'est la question de la gestion intégrée des eaux pluviales qui est chère à Monsieur Hérin, je crois. Merci beaucoup pour ce panorama. Pareil, n'hésitez pas à revenir sur certains sujets tout au long de cette conférence. On poursuit notre tour de table avec vous, Alain Bézirard, pour la métropole européenne de Lille. Vos axes de travail, on m'a dit, la performance, les économies, la qualité, il y a de quoi faire sur le front de l'eau. Ah oui, il y a de quoi faire. Quand j'ai eu le plaisir que mon président me désigne cette délégation, j'ai la chance d'avoir en fin de compte du début de l'eau, la production de l'eau jusque l'assainissement, et ça me permet de serrer les boulons ou de imposer certaines choses à tous les domaines. Alors c'est vrai que 2 mois avoir pris ma délégation, j'ai dit à mon président, excuse-moi, mais nous sommes dans le mur. Parce que personne, ne me parlait de la précarité, de la difficulté et de la ressource en eau. Et sur une métropole comme Lille, je le dis comme ça d'une certaine manière, nous étions à 65 millions de mètres cubes de consommation par an. On a réussi à redescendre un peu. Là maintenant, nous avons un contrat qui est très performant, dont je suis heureux que le président de la République ait pris toutes les données, puisque nous nous étions déjà fixés, nous, 10% d'économie d'eau avant que le président de la République l'annonce. Alors non pas parce que nous étions devant, mais je pense que nous avions pris conscience qu'il fallait se fixer de vrais objectifs. André le disait, de l'eau aujourd'hui, tout le monde est habitué, j'ouvre mon robinet et ça coule. L'eau, à une moyenne aux alentours des 4 € le mètre cube, c'est pas cher.
Jean-Paul, tu le disais, chez nous, on est à 80 euros, 80 mètres cubes par foyer, la moyenne. Ça ne fait pas grand-chose, ça fait des factures 350 euros à peu près d'eau par an. Donc l'eau, déjà, n'est pas assez chère. Ça, c'est un phénomène. Je vais en profiter pour te faire des comparaisons avec certaines régions où on nous dit l'eau est moins chère chez eux. Sauf que quand vous vendez 120 mètres cubes de moyenne par foyer, la rentabilité, on va parler rentabilité, pour nous, elle est supérieure. Quand vous descendez à 80 mètres cubes, effectivement, les usines coûtent aussi cher, le traitement coûte aussi cher, le transport coûte aussi cher. Et donc, on perd en fin de compte sur ce domaine-là. Donc, nous réclamons, et André le sait, nous réclamons à ce qu'un jour on prenne en référence nationale non pas les 120 mètres cubes, mais qu'on soit plutôt dans la logique, alors par bassin, hein, et tu le sais André, qu'on prenne peut-être les moyennes de bassin pour avoir des vraies comparaisons. Voir aussi ce que chacun a pu investir. Parce qu'on a eu ce débat il n'y a pas si longtemps que ça chez nous à l'Agence de l'eau, sur on veut bien aider des communes ou des collectivités ou des intercommunalités parce qu'ils ont des réseaux très fuyards, mais seulement ils ont toujours eu des prix d'eau très très bas parce que je ne veux pas investir et je ne veux pas fâcher ma population. On peut aussi avoir ce raisonnement-là. Et donc, avec l'agence, effectivement, on va demander à ce que tout le monde ait un prix moyen d'eau, plafond, on va dire, sur lequel on ne peut pas descendre. Donc l'eau sur la métropole, j'avais dit au président, si on ne fait rien, de toute manière, on ne peut plus garantir le développement de l'habitat, ni le développement économique. Nous n'avons pas assez d'eau à partager. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, André le disait, c'est un choix. Est-ce que nous sommes dans une période de choix? Oui. Nous devons faire des choix à l'instant T. Nous l'avons vu dans le cadre du PLU qui va être voté. On va restreindre effectivement les développements de certaines zones. En plus, sur les champs captants, sur nos zones privilégiées qui sont vraiment impactées par ça, où il n'y aura plus de construction n'importe où, qu'il n'y aura plus de, par rapport au monde agricole, travailler avec le monde agricole, qui est vital aussi pour une métropole, parce qu'on a besoin de manger quand même, on a besoin quand même de tout ça. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Donc il faut absolument que la métropole travaille sur ce domaine-là. Nous sommes en partenariat avec le monde agricole, nous sommes en partenariat avec le monde industriel, avec les chambres de commerce. Alors ce contrat que nous avons, que j'ai eu le plaisir de signer, il nous a fallu 3 ans quand même pour le préparer, pour l'exiger ce contrat. C'est un contrat qui va dans un sens inverse de ce qu'on faisait jusque maintenant. C'est-à-dire que nous, notre délégataire, plus il consommera d'eau, moins il gagnera d'argent. C'est-à-dire qu'en gros, s'il ne respecte pas la courbe qu'il a prévue de réduction d'eau, alors réduction d'eau, on va y revenir tout à l'heure, systématiquement, il nous achètera l'eau 2,5 fois le prix. Donc ça veut dire que ça commence à taper dans le budget. C'est une pratique qui ne se fait pas beaucoup, pardon de vous couper, j'imagine que c'est un peu révolutionnaire comme approche. C'est le premier contrat en France, en Europe et je pense même mondial, dans cette forme-là, où l'industriel sera pénalisé s'il n'obtient pas les résultats que nous exigeons. Voilà. Aujourd'hui, un professionnel, quel qu'il soit, plus il vend d'eau, plus il se fait de chiffre d'affaires. Demain, c'est l'inverse. Donc c'est un vrai partenariat. Je dis bien, nous l'avons nous mis dans notre cahier des charges, mais le délégataire, évidemment, qui est Veolia, a accepté ces engagements-là. C'est lui qui l'a signé aussi. Donc maintenant, c'est à lui de le tenir. Donc sur ces engagements-là, donc il y a cette forme-là. Deuxième forme, réduction. Là, on est en train de le faire. 5000 sondes d'écoute sur notre réseau pour détecter les fuites bien le plus vite possible. Voilà, ça c'est un maillage de notre réseau de façon à ce que la fuite soit détectée. On a beau entendre une fuite, mais quand il faut faire 30 km de rue pour trouver exactement où est la fuite, maintenant, on devrait être capable d'avoir une détection à aller, on va dire, dans les 200-300 mètres à l'écoute. Donc, plus vite on répare les fuites, moins on consomme d'eau, moins nous avons de perte d'eau. Deuxième grosse évolution dans ce contrat, c'est que tous nos habitants vont être équipés de télérelève. Thierry le disait, Jean-Paul le disait, tout le monde, c'est
un objectif. Il faut faire comprendre à nos habitants qu'ils peuvent piloter eux-mêmes leur consommation d'eau. Ça, c'est quelque chose. Alors, on parle des fuites après compteur. Hein, ça, c'est déjà un phénomène qui parfois ne se voit pas. Les chasses d'eau qui fuient et autres, mais ça fait des litres et des litres d'eau qui sont consommés. Et puis, quand on reçoit la facture, on se dit, c'est bizarre, mais... Alors, quand en plus, on a une facture estimative entre deux, et quand on a attendu pratiquement 1 an et demi avant d'avoir la facture, ça fait tout drôle au porte-monnaie. Donc, on a tous ces litiges-là réglés. Donc, l'objectif, c'est que nous, on a 350 000 compteurs de télérelève qui vont être installés sur ces opérations. Nous avons sur la métropole un problème, c'est que nous avons à peu près 50% de notre habitat qui est du vertical. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de compteur à leur nom. Donc là, nous sommes en train de travailler avec les bailleurs et les syndics pour qu'au moins participer, sur les nouveaux ça se fait systématiquement, mais participer obligatoirement à mettre des sous-compteurs dans tous les niveaux, étage par étage, appartement par appartement. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, chacun sait que la facture est répartie au tantième. Ça veut dire que j'ai un grand appartement, j'ai un petit, mais nous sommes 5, nous sommes 2, je suis tout seul. La facture n'est pas vraiment respectueuse. Donc ce phénomène-là va nous apporter à peu près, on doit aller à quelques 10% sans problème. Et les habitants, on peut parler des kits qu'on va distribuer pour les mousseurs, les chasses d'eau et tout ce qu'on voudra. Mais en même temps, c'est le gros travail, et Jean-Paul le disait, ça va être la sensibilisation à tout le monde. Tout en sachant, et j'ai fait le pari avec mon président, que demain, quand on aura tout terminé, en gros, on va augmenter le prix du mètre cube d'eau. Ça va te rassurer, ça, que je vais augmenter, ça va bien. On va augmenter, mais nous savons que si l'habitant joue son jeu, il paiera moins cher de facture qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons fait ce pari, même avec les augmentations qui peuvent se faire régulièrement, nous soyons à facture identique. À condition que je joue le jeu. Si je n'économise pas, évidemment, j'aurai cette majoration. Nous avons aussi un troisième point, parce que c'est vrai que quand on le dit, on a du retard. On a pris du retard sur beaucoup de choses. Et là, on veut rattraper ce retard. Nous avons des contrats de sobriété avec tous les plus gros consommateurs. CHU, entreprises, toutes les grosses entreprises, de façon à ce qu'eux-mêmes, alors ils avaient un tarif dégressif, c'est fini. Nous sommes partis maintenant, la dégressivité s'annule en 5 ans pour qu'ils reviennent à un plein pot. Mais évidemment, on ne va pas les laisser tout seuls, on va les accompagner. Et donc ces contrats de sobriété hydrique vont nous permettre de travailler avec les industriels, de faire l'analyse avec eux de ce qu'ils ont, pourquoi. Et après, si c'est un process véritablement industriel, là, il y a de l'aide avec l'agence de l'eau pour aller, pourquoi pas, changer ou modifier le process industriel. Mais nous, déjà, rien que de les sensibiliser, les sous-compteurs, les choses comme ça. Et avec nos partenaires, effectivement, notre délégataire, nous aurons même la possibilité de leur proposer des devis de façon à ce que ça soit du concret. Il faut que l'eau, et c'est ça l'objectif numéro 1, il faut que l'eau reste quelque chose, devienne quelque chose dans l'esprit de tout le monde de rare. Donc il faut le privilégier, il faut la sauver et il faut surtout bien la traiter. Alors on parlait tout à l'heure de traiter, là on vient de découvrir, on commence à nous parler des PFAS. Comment on décèle les PFAS avec des normes qui ne sont pas encore effectivement complètement validées. Mais ces PFAS, il faut les traiter. Donc on a besoin aussi, dans tous nos systèmes d'usines de traitement, nous avons besoin de continuer à développer nos usines pour qu'on puisse traiter correctement les PFAS auprès de tout le monde, de façon à garantir la sécurité de l'eau. Moi, je n'ai pas fini encore. Oh non, mais je vois bien qu'il reste des points. Donc ça, c'est nos objectifs sur la métropole. Sécuriser l'eau. Notre président le disait, il faut sécuriser les endroits de ressources en eau. Moi, sur la métropole, ça peut paraître, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des champs, des forages qui sont à quelques kilomètres de Douai. J'en ai d'autres sur Picancourt.
très ancien, puisqu'il date de 1870 à peu près, Jean-Paul. C'est à peu près dans ces années-là où le territoire de Lille, Roubaix, Tourcoing savait très bien qu'il n'y aurait plus assez d'eau sur la métropole déjà. C'était peut-être plus pour le textile. Nous avons un territoire, les champs captants, une nappe sous la craie qui, je le dis, ne s'est pas rechargée cet hiver complètement. Ce n'est pas toujours simple à comprendre. Nous sommes toujours en déficit, on n'a pas fait le plein. Et déjà depuis le mois d'avril, depuis mi-avril, nous sommes déjà en descente de niveau de nappe. Alors nous étions partis très bas. Et tout en sachant que je prélève 10% de moins que d'habitude. Alors j'ai la chance d'avoir un bon fleuve que tu connais. André, c'est la Deule, la Lys, pas la Deule encore, la Lys qui nous permet, nous avons 40%, actuellement on fait 45% d'approvisionnement pour le territoire de la Melle, ça vient de R sur la Lys. Usine que la Melle a financée dans son programme et que nous finançons évidemment, puisque sur 28 millions de mètres cubes, la Melle en prend 25. Donc ça veut dire qu'on participe véritablement à son développement. Mais malgré tout ça, il faut économiser de l'eau. L'engagement d'économiser 6 à 7 millions de mètres cubes par an. Donc je prendrai ma contribution sur tes 20 que tu veux économiser au niveau du bassin. Nous devons le faire. Voilà. Et en même temps, alors c'est quand on parlait tout à l'heure de précarité, oui, comment on arrivera à répondre au monde industriel qui veut s'installer? J'ai un dilemme sur la métropole avec on peut dire le nom, si on a le droit, c'est Henken. Ils veulent développer encore plus leur production de bière et il faut de l'eau. Il faut beaucoup d'eau, paraît-il. Il faut beaucoup d'eau. Je ne sais plus combien de litres pour faire un litre de bière. Donc moi, je conseille à tout le monde d'aller boire de la bière, soit d'ici de Gaillan, soit de la bière belge. Ce n'est pas sur mon territoire d'épuisage. Ou ça, directement de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est favoriser. On doit favoriser effectivement la recharge des nappes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Sur la métropole, la surface favorable à la recharge des nappes, ça représente 8% du territoire. Toute l'eau ailleurs ne sert pas pour les nappes. Quand on parle des inondations, quand on parle de toutes ces choses-là, nous avons un sol qui est hyper argileux et donc aucune recharge utile. Donc on se favorise évidemment les inondations. On nous dit que les nappes phréatiques sont pleines dans les champs parce que ça déborde, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas dans le sol. Donc je dis bien 8% du territoire métropolitain est utile pour la recharge des nappes. D'où les décisions du préfet d'interdire toute construction sur ces nappes-là, d'interdire le monde agricole d'utiliser certains produits évidemment. Et puis nous aurons effectivement, et c'était un débat que nous avons eu avec l'Agence de l'eau, il faut absolument, même si demain on dit les agriculteurs n'ont plus le droit de mettre d'intrants ou quoi que ce soit comme produit, le sol ne va pas se nettoyer rapidement. Donc d'où l'intérêt, c'est ce que j'avais défendu auprès d'André, il faut absolument qu'on arrive à garder des budgets pour le curatif. Faire le préventif, c'est bien, mais le curatif, c'est quelque chose qui sera indispensable. Nous avons les séquelles de la guerre, nous avons toutes ces choses-là, du fer, je ne parle pas des charges publiques que nos prédécesseurs ont fait il y a 50 ans dans tous les coins. Tout village avait sa décharge publique. Tout ça, aujourd'hui, ça va dans les nappes, quand il y en a des nappes. Donc, il faut absolument... Jean-Paul parlait tout à l'heure de l'eau de reuse, l'eau d'Exor. On a des pompages, on a de l'utilisation. Et maintenant, avec l'ARS, on va pouvoir enfin ouvrir un peu de porte sur ces domaines-là. Il faut qu'on puisse réutiliser ces eaux d'Exor correctement pour nettoyer les villes, ne serait-ce que ça. Nettoyer les voiries avec de l'eau potable, c'est quand même un peu idiot. Et en même temps, gros chantier que nous avons lancé sur la métropole, c'est la désimperméabilisation, évidemment, qui va de soi. Voilà. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça sur ma commune. Je n'ai pas un lotissement qui n'est pas... C'est nous, c'est tamponnement qui en espace complètement naturel. Ce n'est pas évident à faire passer auprès des grandes villes, ça c'est sûr, parce que chacun se dit, oui, mais combien ça va coûter à l'entretien d'un tel, un tel, un tel.
C'est le seul moyen de permettre à tout le monde de maintenir de l'eau, de maintenir un sol humide. Et même quand c'est de l'argile, c'est quand même utile de l'avoir humide. Ça évite quand même tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et notamment des îlots de chaleur aussi, au-delà de l'eau, et il y aura d'autres bénéfices aussi. Oui, et le retrait-gonflement des argiles, si c'est ça. Voilà. Il y a plein de problématiques et tout est lié. Merci beaucoup et vous pourrez développer tout à l'heure. Mais on va finir dans un premier temps ce tour de table avec vous, Guillaume de Coninck, qui représentez la CCI Hauts-de-France. Alors vous allez nous montrer plein d'informations, mais on l'a dit un peu, les industriels, les chefs d'entreprise, de manière plus large, le monde économique a un rôle très fort à jouer dans cette question, car il a des leviers d'action rapides, efficaces à sa portée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui parce que ça fait tous les exposés depuis tout à l'heure me font repenser à plein de choses. Et peut-être après je me présenterai professionnellement, mais on va d'abord faire le tour de table, de finir ce tour de table. Effectivement, pour me présenter, donc sur le plan consulaire, je suis membre de la commission REF 3. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent. Et dans cette commission REF 3, il y a un groupe de travail qui s'est créé à l'automne 2022 sur le constat que beaucoup de chefs d'entreprise à l'automne 2022 se plaignaient du coût de l'énergie. Et je me suis permis, lors de cette commission, qui est conjointe avec la commission industrie, de prendre la parole et puis de dire à tous ces élus qui se plaignaient, est-ce que vous avez réellement anticipé le coût de l'eau ? Parce qu'aujourd'hui, on vous parlez du coût de l'énergie, mais on ne parle pas encore suffisamment du coût de l'eau. Et de là, Didier Cousin, qui est le président de la commission REF 3, m'a dit « Mais Guillaume, tu as du temps en tant que chef d'entreprise. Tu vas apprendre le pilotage du groupe de travail sur l'eau. » Et donc, c'est comme ça que ce groupe de travail est né, avec une vraie volonté d'accompagner les chefs d'entreprise sur les enjeux de l'eau. Et donc, il y a différents enjeux. Je peux me permettre ? Allez-y, c'est fait pour ça. Donc, je vais faire un petit peu de lecture, mais il y a différents enjeux qui sont vraiment importants. Donc, il y a la mesure de l'ampleur de la problématique liée à l'eau. Il y a bien sûr aussi le sujet de l'appropriation collective des enjeux de la thématique de l'eau. Bien sûr, les échanges sur les pratiques et les usages de chacun sur leur territoire. Et puis, bien sûr, le déclenchement d'actions très opérationnelles auprès des entreprises et des partenaires territoriaux. Avec l'idée de pouvoir, en fait, dans la partie mesure et appropriation collective, de l'usage de la data et nécessairement de l'analyse technique, avec des formations en interne, avec des échanges avec des intervenants extérieurs, des benchmarks, l'identification de points communs et de points différenciants. Il y a vraiment la volonté de créer et d'adapter des actions en fonction des indicateurs et des enjeux de territoire. C'est fondamental. Ensuite, je passe à la... Hop. Et voilà. Je vais absolument pas reparler des 53 mesures du plan gouvernemental. J'imagine que la plupart des gens le connaissent. En revanche, au niveau de la CCI, on a décidé de travailler directement en lien avec ce plan. Et donc, dans la création de ce GTO, donc de ce groupe de travail eau que j'anime, on a aujourd'hui 27 membres élus, donc des chefs d'entreprise, qui s'engagent avec différents objets. Donc vous le voyez directement sur le diapositive. Alors bien sûr l'acculturation aux enjeux et les spécificités de la thématique eau, bien sûr les échanges sur les retours d'expérience, les besoins et les pratiques de chaque CCIL, puisque les territoires, vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, sont sensiblement différents selon les terres, on y reviendra juste après. L'orientation sur les outils à développer pour la connaissance de l'accompagnement des entreprises et bien sûr un peu de prise de hauteur pour travailler la thématique à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Les enjeux de changement climatique pour la préservation de la ressource en eau sont la toile de fond du coup, des actions territoriales sur la thématique de l'eau. Ensuite, je passe à un diapo qui est du coup qu'on a travaillé et qui nous a paru tout à fait intéressant. Vous le voyez, donc il y a 3 cartes, avec une carte sur les enjeux inondation, une autre sur les enjeux de production eau potable et une autre sur les enjeux de sécheresse. Vous voyez que du coup en fait il y a eu en fin 2023 donc un certain nombre de villes qui ont été inondées. Les enjeux sur la partie haute production eau potable, vous voyez que du coup en fait
la région des Hauts-de-France n'est pas en capacité de produire de l'eau potable sur la totalité de la région. Et vous voyez par voie de conséquence la troisième carte qui induit nécessairement des zones de sécheresse. Et donc, plus sur la partie nord-ouest de la carte, vous le voyez nécessairement, il y a des territoires qui sont tout à fait, qui connaissent des inondations encore maintenant, alors que dans le sud, on a déjà des sujets et du coup en fait liés à des nappes qui ne sont pas suffisamment rechargées et qui, par voie de conséquence, du coup, ont suscité des alertes sécheresse. Il y a selon du coup en fait ces enjeux-là, vraiment du coup en fait des communes à enjeu, avec du coup des zones de protection de captage, avec des proximités de communes dépendantes nécessairement sur différents périmètres, donc que ce soit les EPCI et les communes. Et c'est la raison pour laquelle on travaille énormément là-dessus. Je passe sur le sujet des périmètres. Donc du coup, vous savez que notre région est régie par 24 sages. Donc les schémas d'aménagement de gestion de l'eau, à la CCI régionale, on a décidé qu'il puisse y avoir un représentant élu dans les 24 sages, avec bien sûr des territoires sur, par exemple, le périmètre de la CCIN, où en fait il n'y a pas de sages qui sont créés. Vous le voyez hein, sur la partie marron, il y a des territoires où il n'y a pas de sages du tout, mais pour autant, on a décidé de pouvoir avoir un représentant pour pouvoir dialoguer avec les différents élus sur le territoire, pour pouvoir faire avancer les dossiers sur le territoire. Donc, vous le voyez ici, hein, l'organisation de la CCI régionale embrasse l'ensemble des projets de territoire et des systèmes de gouvernance, ce qui lui permet d'avoir vraiment un positionnement macro et micro à l'ensemble du territoire régional. Vous voyez sur le futur diapositive, donc du coup les entreprises stratégiques. Là, ici, vous le voyez, l'idée est vraiment de pouvoir observer les prélèvements d'eau continentale et les prélèvements d'eau souterraine, donc vous le voyez ici, et avec ces fameuses entreprises stratégiques qui sont disséminées à l'échelle de la région. Et donc, la CCI, elle accompagne l'ensemble des entreprises à travers une évaluation de l'impact de la thématique par ces entreprises afin de proposer des accompagnements ad hoc. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. On a différentes fiches produits, différents types d'accompagnement. Et bien sûr, le volume de prélèvement est un indicateur de l'impact de l'activité sur les ressources sur chacun des territoires. Nous avons donc déterminé que les entreprises, nous avons déterminé les entreprises stratégiques selon cet indicateur. Ensuite, les actions qu'on a mis en place à l'échelle toujours régionale. Donc, c'est vraiment sur le premier enjeu d'aider les dirigeants à s'adapter en prenant conscience des responsabilités qui sont les nôtres. Alors, bien sûr, prendre conscience de la fragilité de la ressource a été évoqué précédemment. Ne pas considérer la ressource en eau comme infinie. Mettre en place des actions pour optimiser l'usage de l'eau. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est la mobilisation de la part de la SCCI. Donc là, mobilisation des équipes pour proposer des actions d'accompagnement au profit des PME régionales, puisque en fait, on a bien conscience que les grandes entreprises en interne ont souvent du coup le staff pour pouvoir travailler du coup en interne, alors que dans certaines PME, elles ont besoin d'un accompagnement. C'est la raison pour laquelle la CCI a mis en place cet accompagnement. Et donc, vous voyez, on est en capacité donc d'aider les dirigeants à prendre connaissance des enjeux sur l'eau, de les aider à passer à l'action très concrètement, et ensuite, du coup, de devenir des acteurs de la politique de l'eau. Ensuite, sur les types d'accompagnement, donc en fait, on a trois fiches produits très concrètes. Donc, sur l'accompagnement à la gestion de l'eau, à l'accompagnement à l'éco-production, et puis ensuite, bien sûr, sur le diagnostic REV 3 de financement. Vous voyez, on a listé à travers ces petits encarts bleus, alors je ne vais pas tous les lire, mais différentes ressources qui sont suffisamment intéressantes pour pouvoir faire le lien en fait, entre les différents accompagnements qu'on peut avoir. Si vous voulez, ce diapositive pourra être mis à disposition par la suite.
Voilà ce que je pouvais vous dire. On a bien sûr sur le salon le stand Rêve 3 avec les permanents CCI qui sont là pour répondre éventuellement à vos questions sur en fait l'ensemble des produits qu'on peut mettre en place au sein de vos entreprises. Je parle là ici donc du coup pour les entreprises du territoire des Hauts-de-France. Et oui, effectivement, vous avez raison. On pourra retrouver tous ces diaporamas, puisque, comme je vous le disais, la conférence est enregistrée, donc tout le monde pourra aller récupérer les liens sur la page YouTube de Cyclo. Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez, depuis que vous avez mis en place ce groupe de travail, que le sujet prend aussi chez les dirigeants dans le monde économique? Parce qu'on sait que les collectivités sont conscientes, mais est-ce qu'eux aussi ils sont conscients de la question? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans les mentalités? Alors effectivement, tout le monde en a conscience et on est très sollicité en fait, très clairement par les PME parce qu'en fait ils savent pas comment s'y prendre très clairement. Il y a des vraies questions et donc en fait on a Michael qui est là et puis Raphaël qui sont les permanents. Il y a pas que mais qui travaillent sur la thématique de Rêve 3 et sur la thématique de l'eau et il y a des vrais sujets très clairement. Ils reçoivent très régulièrement au téléphone du coup des entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement et donc on essaie d'y répondre de la manière qui soit. Par conviction, par opportunisme économique, je dirais, parce qu'ils savent justement ce qu'on disait tout à l'heure et on y reviendra, que ce prix de l'eau va augmenter. Il faudrait qu'on leur pose la question, mais pour moi, c'est les deux. Je vois les deux là. On approuve dans les rangs. D'accord, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Avant qu'on prenne des questions du public, je voudrais juste revenir sur un point que vous avez tous évoqué dans vos interventions spontanées, qui est celui du prix de l'eau. Monsieur Bézirard l'a un peu développé. Guillaume Deconinck, vous avez dit que c'était un peu ce qui avait motivé votre groupe de travail. Monsieur Fontaine, j'aimerais revenir vers vous. Est-ce qu'il y a eu une réflexion au sein de Doésie Aglo sur la question de la tarification? On sait qu'il y a beaucoup de collectivités qui tentent des choses en ce moment, sur les tarifications saisonnières, progressives, sociales. Oui. Alors, effectivement, on n'échappe pas à cette réflexion qui s'impose à nous, parce que il faut quand même rappeler que les budgets eau et assainissement sont ce qu'on appelle des budgets étanches. C'est-à-dire que ce n'est pas l'impôt qui vient y abonder, c'est l'eau paye l'eau, aussi bien sur l'eau potable que sur l'eau usée. Et donc, oui, et le modèle économique que l'on avait, mais c'est un peu ce qu'Alain a pu exprimer, c'est qu'aujourd'hui, sur la facture d'eau, vous avez une part fixe et une part variable, et cette part variable qui aujourd'hui était plutôt importante, demain, si vous consommez moins, elle va s'amoindrir. Donc la stratégie que l'on a mise en place, c'est d'inverser la tendance et de conforter la rentrée d'argent en augmentant la part de la part fixe et de challenger le délégataire sur comment on va réussir à baisser la consommation globale sur le territoire. Donc effectivement, c'est un enjeu. Alors on essaye aussi d'avoir un prix de l'eau qui ne soit pas prohibitif non plus, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut expliquer. C'est vrai que le prix de l'eau en soi n'est pas cher, mais la réglementation actuelle ne nous aide pas non plus. À savoir que aujourd'hui, si vous ne payez pas votre facture d'eau, on ne va pas vous couper l'eau. Il ne faut pas le dire, il paraît. Non, il ne faut pas le dire, mais mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même aussi, au niveau des collectivités, des dispositifs qui sont mis en place, notamment sur la nôtre, ce dispositif du chèque eau qui vient en appui, alors souvent par l'intermédiaire des CCAS des communes, pour épauler ces familles qui peuvent être en fragilité ponctuelle, avant qu'elles ne tombent dans le non-paiement de leurs factures. Mais une fois que vous avez quelque chose qui est gratuit, in fine, vous n'en prenez pas soin. Et le message politique qu'on renvoie, alors autant on a à avoir une attention envers les plus fragiles, à les accompagner, on ne peut pas les priver d'eau en soi, mais en même temps, quand on donne l'impression que c'est gratuit, mais le gratuit est porté par le collectif, je pense qu'il y a aussi une façon de repenser le message qui doit être porté à tout le monde.
C'est difficile d'avoir un objectif à la fois social et environnemental sur cette question-là. Monsieur Flageolet, si vous voulez dire un mot sur la question de la tarification, est-ce que ça peut être justement la question du prix et de la tarification, un levier pour redonner un peu cette valeur dont parlait Monsieur Bézirard, montrer que l'eau est quelque chose de rare, de précieux? Oui, je vais repartir de l'article 2 de la loi de 1992. L'eau est le bien commun de la nation. Autrement dit, c'est le bien de tous les citoyens. Et j'avoue que je suis parfois un peu surpris de voir la volonté que l'on a de rendre gratuit ce bien commun. Certains sont même dans certaines collectivités à s'interroger sur l'aide à la téléphonie et autres consommations. Ça pose un problème de liberté et de responsabilité. Je le dis très clairement. Et ce problème de responsabilité ne peut pas être, je dirais en quelque sorte, atténué, voire supprimé pour une partie de la population qui devient ainsi dépendante d'un système et non plus intégrée à un système. Or, je reste convaincu, et ceux ici qui sont à mes côtés l'ont dit, l'eau demain est le facteur 1 de la possibilité de l'aménagement du territoire. Que ce soit pour l'industriel, que ce soit pour la collectivité, et il oblige ce facteur 1 à des trésors d'ingéniosité. Imaginez la réflexion que peuvent avoir, que doivent avoir aujourd'hui l'ensemble des élus côtiers. Que fait-on face à la montée inexorable de la mer? Plus 18 cm depuis 70 ans à Dunkerque, mais plus 24 à Dieppe. Que fait-on? Et donc, faisons attention de ne pas exonérer une partie de la population de la prise de conscience que nous avons un patrimoine hyper fragile. En plus limité, il n'y a pas une goutte d'eau de plus aujourd'hui qu'il n'y en avait du temps d'Adam et Ève. Et nous sommes X milliards d'habitants. Jean-Paul le rappelait tout à l'heure, le jour où nous aurons à traiter la question que nous appelons, nous, à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, la question du SISA, solidaire ici, solidaire ailleurs. Mais solidaire ailleurs avec X millions d'habitants qui ne peuvent pas rester, parce qu'il n'y a plus possibilité de survivre, qui ne peuvent pas rester là où ils sont, que faisons-nous? Certains de nos combats politiciens apparaîtront totalement dérisoires par rapport aux enjeux devant lesquels nous sommes. Autre question qui se pose également, qui est celle de l'adaptation permanente de nos produits et de nos productions à la disponibilité de la ressource et à la capacité de la terre à accepter telle ou telle chose. Si vous prenez, je vais prendre un exemple très simple. Si vous cultivez de la luzerne, elle a besoin de 1% d'eau par rapport à ce dont a besoin le haricot vert. Peut-on, là où on manque d'eau pour les habitants, continuer à cultiver telle ou telle plante? Ne doit-on pas penser adaptation en fonction des territoires, en fonction des sols, en fonction des disponibilités de l'eau? C'est une sorte de révolution intellectuelle devant laquelle nous sommes. Et par exemple, on a parlé tout à l'heure de Adopta. Adopta propose des révolutions comportementales sur le devenir des villes. On a fait, avec le président de la République et le ministre de l'écologie, on a retenu par exemple Aperam, site industriel historique à Isbergues. Aperam va, sur l'année 2025, réaliser 1 million de mètres cubes d'eau d'économie. 1 million. Ils pouvaient le faire il y a 10 ans. Mais la conscience politique et industrielle n'était pas présente. Aujourd'hui, ça s'impose à lui. Voilà ce deuxième exemple. Alain Bézirard dit
après avoir expliqué à Veolia que plus il vendait de l'eau, plus il gagnait, maintenant c'est moins il en vend, plus il gagne. D'accord ? Vous dites ça s'impose à lui, ça veut dire qu'on doit imposer davantage. C'est À ça mon la avis, force du politique. Je pense qu'à un moment donné, on sera obligé d'aller vers la contrainte. D'accord. Et je voudrais terminer mon propos en saluant les agents de l'OFB qui ont été très décriés ces derniers temps à cause des inondations, mais qui sont indispensables. Et je donnerai demain au Sénat cet exemple. Imaginez que j'arrive à Paris et qu'il n'y ait plus un seul panneau indicateur. Eh bien, c'est exactement la même chose que si vous arrivez dans la nature et qu'il n'y a plus un seul agent de l'OFB. Et leur rôle est important et on a parlé tout à l'heure lors de la conférence sur les inondations de l'importance de la restauration des cours d'eau notamment et ce grand travail de fond qui permet de réduire les risques à l'avenir et on sait qu'ils vont se développer. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir à ces points qu'on vient d'évoquer? Monsieur Fontaine l'a évoqué aussi, la pression migratoire, effectivement. Il y a déjà des questions d'aménagement, mais en plus va se poser cette question-là et on sait que la région Hauts-de-France est en première ligne sur ces sujets. Allez-y, et après on prend des questions du public si vous le souhaitez. Un point, quand je disais tout à l'heure que nous allions avoir 10%, nous, notre objectif, il est fixé à 10% d'économie d'eau. Je dis non, pas tout à fait, puisqu'en fin de compte, nous serons à 15% d'économie d'eau. Ça veut dire que nous avons prévu dans tous nos chiffres que nous puissions garder ces 5% qu'il faut économiser pour pouvoir garantir le développement économique ou de l'habitat. Comme le dit Jean-Paul, mais tout de même, c'est vrai, et André le dit, demain, s'il y a plus de population qui vient vers nous, qui vient vers les centres, les grosses agglomérations, de toute manière, nous avons besoin d'avoir de l'eau à leur fournir. C'est même aujourd'hui la loi. C'est la loi aujourd'hui en plus de fournir. Oui, non, mais faut le fournir, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a quand même des coupures d'eau par-ci par-là. Donc il faut qu'on soit solidaire. Nous avons déjà heureusement, nous avons des interconnexions entre les uns et les autres. S'il y avait un pépin de tel secteur ou tel autre secteur, nous sur Flers en Escrobieux, nous avons des connexions avec Douai s'il le faut, puisque bien entendu avec Noréal nous avons des connexions. Partout nous avons des interconnexions. Nous essayons bien entendu d'avoir, on produira, on consommera moins chez nous, on fera plus attention sur tel territoire parce qu'il faut garantir aux autres d'en avoir. Donc nous avons un schéma globalement, je veux dire sur le Nord-Pas-de-Calais, hein, André, après je connais moins les autres secteurs, nous avons au moins cette capacité de nous interconnecter et d'avoir cette solidarité. Ça c'est quelque chose d'important. Mais comme on le dit tous, l'autoroute de l'eau existe. Et donc ça, c'est une vraie réforme. Encore une fois, il faut qu'on travaille, on le parlait tout à l'heure, il faut faire changer des mentalités. Est-il normal d'arroser des plantes avec de l'eau de pluie, de l'eau de ville, plutôt que d'utiliser de l'eau d'exor? C'est le constat que nous avons, nous, sur la métropole, avec les cureurs qui viennent vider dans nos stations d'épuration leurs citernes, repartent avec de l'eau de ville plutôt que de l'eau de sortie de station d'épuration. Ça doit s'arrêter. Nous devons tout mettre en œuvre. Alors, c'est peut-être pas des millions de mètres cubes, mais il faut bien entendu que l'on puisse, c'est des petites gouttes d'eau, c'est le cas de le dire, qui, côte à côte, goutte à goutte, vont nous permettre d'économiser. Et il y a des aberrations. Nous, on a une usine Cargill sur l'Os au Bourdin. Cette usine, pendant 15 ans, 20 ans, pompait toute son eau nécessaire pour son côté industriel dans la Deule. Du jour au lendemain, l'ARS a dit « Alors !» Ils avaient leur usine de traitement en interne. Interdit. Ils nous consomment gentiment 3,5 millions à 4 millions de mètres cubes à eux tout seuls. Donc, on peut, évidemment qu'il faut ouvrir ces vannes, il faut se protéger, la sécurité sanitaire et de santé publique, c'est quand même important. Mais je pense qu'il faut quand même que tout le monde regarde devant soi et que l'on trouve toutes les solutions, maîtrise, économie par la technique. Et là, je rejoins la Chambre de commerce. Il faudra qu'on travaille un peu plus ensemble sur le secteur de la MEL pour que tout le monde puisse prendre conscience que l'eau, ça coûte cher. L'eau, c'est vital. Et j'aime bien toujours le rappeler, sans boire, on a une espérance de vie de 3 jours.
sans manger 3 semaines. Moi, j'ai 4 semaines. Donc ça va. Je me sens un peu plus à l'aise. Mais ça veut dire ça. Et ça, c'est vital. C'est important de le rappeler. Monsieur Fontaine, vous vouliez dire quelque chose? Ça va monter tout seul en régie, normalement, ils suivent. André avait abordé ce sujet, bon, c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Alain, sur l'agriculture d'une certaine façon. Ici sur le Douaisis, mais pas que, nous avions ce qu'on appelait des opérations de reconquête de la qualité de l'eau, qui aujourd'hui s'appellent des CAR, des contrats d'aménagement de la ressource en eau. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces opérations-là, quelle que soit leur dénomination, associent le monde agricole, parce qu'il est extrêmement présent là où on a nos captages et nos ressources en eau. Et donc le monde agricole, depuis plus d'une dizaine d'années, est extrêmement engagé dans la réflexion sur l'amélioration de ces modes de travail, sur la préservation de la ressource en eau, et bien conscient que ce qui rentre dans le sol n'est pas forcément bon pour la nappe, et essaye de trouver des alternatives. Pour revenir sur ce que disait plus précisément André, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais avoir conscience que le monde agricole, on le voit bien, est en difficulté, mais ce n'est pas nouveau. Mais enfin, les événements récents le rappellent. Les agriculteurs ont besoin de pouvoir vivre de leur travail. Et je pense qu'au regard du réchauffement climatique qui s'impose à nous tous, au regard de ces difficultés qu'on a et qu'on entend encore, on l'avait entendu ce matin dans la presse, pour les reprises d'exploitation agricole, on perd des agriculteurs et en plus on a une population qui augmente et accessoirement, il faut que tu puisses faire tourner ton restaurant. Voilà, donc avec des produits de qualité. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, les agriculteurs, ils sont pleins de bonne volonté. Mais il faut arrêter de les prendre... ce n'est pas des agriculteurs à géométrie variable. Il faut qu'ils aient un cap. Il faut qu'ils aient un cap. Il ne faut pas qu'un jour on leur dise blanc, que le lendemain on leur dise noir, parce que, in fine, c'est comme n'importe quel industriel. Il y a une réalité économique, il y a une réalité d'entreprise, et il faut qu'ils puissent faire tourner leur exploitation. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que effectivement, on puisse avoir cette dynamique au niveau national qui permette d'avoir une lisibilité, mais dans la durée, à moyen terme, on ne peut peut-être pas se projeter à long terme, mais pour que nos agriculteurs puissent savoir ce qu'ils peuvent produire, ce à quoi ça va servir, et aussi quelle est la place de la souveraineté alimentaire sur l'échelle d'exigence que l'on a envers eux. Mais pour ça, il faut qu'on ait vraiment un dialogue qui s'inscrive. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais localement, il faut qu'on puisse aussi en avoir les retours parce qu'il faut qu'on puisse les accompagner. Et c'est ce qu'a bien présenté Audrey Caron de chez vous, chargée de mission protection de la ressource en eau tout à l'heure. Elle disait qu'il ne fallait pas seulement faire porter l'effort sur les agriculteurs et qu'il y avait un vrai projet alimentaire de territoire à avoir. Mais on repart sur notre thématique de tout à l'heure. Donc je propose qu'on laisse quelques minutes et quelques questions au public s'il y en a pour faire réagir. Il y a beaucoup de sujets, le prix, la qualité, la sobriété. Évidemment, on pourrait en parler des heures. Si l'un d'entre vous a une question, n'hésitez pas. C'est une chance, parce que les plénières, ce n'est pas toujours le cas, qu'elles soient ouvertes autant de questions du public. Mais je crois que vous avez été parfaitement... Ah, Monsieur Hérin, il y a un micro qui arrive vers vous. De l'association Adopta. Oui, merci. Vous allez bien. Oui, je peux pas m'empêcher de réagir à tout ce qui a été dit, et je souscris à tout ce qui a été dit, bien évidemment. Mais peut-être deux remarques complémentaires par rapport à tout ce qui a été évoqué. Moi, j'aime bien les grands chiffres. J'aime bien une vision globale après pour agir localement, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et deux éléments fondamentaux qui me semblent importants de rappeler. Alors, je vais dissocier la partie urbaine de la partie non urbaine des territoires. Sur les zones urbaines, il faut rappeler, alors je ferai exception bien évidemment du sud-est de la France peut-être, qui connaît
un régime pluvial différent. Mais globalement, sur un territoire urbain et sur la partie imperméable des zones urbaines d'un territoire, il tombe chaque année une quantité d'eau pluviale équivalente à la consommation d'eau potable du territoire. C'est les mêmes ordres de grandeur, à 10, 20, 30% près, mais c'est les mêmes ordres de grandeur. Quand on regarde le cycle naturel de l'eau, 25% de cette eau s'infiltre et recharge les nappes phréatiques. Alors, de façon générale, et je ferai abstraction de la région lilloise qui a effectivement de l'argile, et donc l'exemple n'est pas approprié, mais globalement, à l'échelle nationale, c'est le constat qu'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, un territoire urbain, s'il était perméable ou redevenu perméable, serait indépendant pour son eau potable à 25% de ses besoins. Donc ça, c'est pour prôner bien évidemment ce que l'Adopta porte depuis bien longtemps, c'est de rendre la ville perméable de façon à ce qu'on n'ait pas d'inondation et qu'on ait une recharge des nappes phréatiques. Ça, c'est le premier constat que je fais sur la partie donc urbaine. Sur la partie donc non urbaine cette fois, le constat qui est fait, et il est sur notamment notre région Hauts-de-France qui n'est absolument pas épargnée par la question, on a des coulées de boue qui posent des problèmes à tout le monde. Et on a aussi, vis-à-vis du changement climatique, un point très important, c'est qu'on a aussi, et ça on ne le prend pas suffisamment en compte, un phénomène d'assèchement des sols. Donc ça veut dire quoi en termes de conséquences? Ça veut dire, coulée de boue, c'est-à-dire impact sur les milieux habités, impact sur les milieux naturels avec des boues qu'il faut curer, et qu'est-ce qu'on en fait après? Mais les conséquences également, c'est une réduction de la ressource en eau potable par les terres agricoles qui normalement devraient infiltrer une partie d'eau et recharger les nappes. Et le troisième élément, c'est, comme je mets moins d'eau dans le sol, eh bien c'est plus de besoins d'irrigation pour l'agriculture. Donc on voit bien que là, c'est la triple peine. On sait que parallèlement à ces problématiques, si j'augmente mon taux de matière organique dans les sols, non seulement c'est très bien pour le stockage des gaz à effet de serre, et quand je multiplie par 4 le taux de matière organique, c'est l'équivalent du stock de la totalité de nos émissions de gaz à effet de serre, petite cerise sur le gâteau. Mais quand je multiplie par 4 le taux de matière organique, je n'ai plus de ruissellement. Et ce que je suis en train d'essayer d'expliquer et de faire bien prendre conscience, c'est qu'on a aujourd'hui des politiques qui ne sont pas suffisamment transversales. On a les solutions pour résoudre nos problèmes d'aujourd'hui, qui sont en train de s'aggraver. Mais ces solutions, on n'arrive pas à les mettre en œuvre parce qu'on a un raisonnement silo par silo, organisation par organisation, et pas suffisamment transversale. Et c'est la révolution culturelle, me semble-t-il, qui nous est nécessaire aujourd'hui de faire pour que tous collectivement, on arrive à atteindre les objectifs qui sont collégialement tous les nôtres. La marche est haute, mais est-ce que, voilà, chacun agit à son niveau, est-ce que l'un de vous veut répondre à ce qui a été énoncé par M. Hérin de l'Adopta? Où on est tous d'accord, évidemment, avec ce qu'il a dit, ce plaidoyer pour une gestion plus transversale de la question eau. Et vous ne voulez pas le contredire, d'accord. Bon, on sent qu'il y a certaines relations. Bon, mais écoutez, c'est une belle façon de conclure, effectivement, de désiloter la question de l'eau et de remettre l'eau dans toutes les politiques publiques. Et je crois que chacun de nos intervenants sera d'accord avec ça. C'est la fin de cette conférence. Une nouvelle fois, un grand merci à tous les 4 pour votre participation. Et pour les messages que vous avez fait passer, il y a des grands enjeux, mais il y a aussi plein de solutions qui existent. C'est aussi la fin de cette première journée de conférence. Merci à vous tous les participants qui ont défilé ici et dans le public, et aux équipes techniques qui veillent au bon fonctionnement de tout ça. On se retrouve demain matin, 9h30, pour parler valorisation énergétique et agricole des boues. Vous voyez, tout est lié, de nos stations d'épuration. Bonne soirée et merci.
3, 2, 1.